Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le prédateur de Lille. Pendant près de 15 ans, un homme a agi comme une ombre terrifiante dans la banlieue lilloise. Il aura fallu l'incroyable sang-froid d'une de ses victimes pour le démasquer. Dans les années 1900, le quartier des Biscottes, situé dans la banlieue sud de Lille, sert de laboratoire à l'expérimentation de logements sociaux. Sur les 300 hectares qui le délimitent, on construit tous les immeubles nécessaires pour loger 80 000 personnes. En 1962, ce sont 2 barres HLM, comprenant chacune 283 logements, qui sortent de terre. Composées de 18 étages chacune et mesurant 142 mètres de long, elles sont parallèles et distantes de seulement quelques dizaines de mètres, comme 2 tartines géantes qui sortiraient d'un grille-pain. Et cette configuration leur offre donc le surnom de Biscotte. Dans la presse des années 1980, le quartier est décrit comme un des plus défavorisés de la métropole lilloise. Si les loyers y sont dérisoires, peut-on lire, la délinquance s'y développe au rythme de la dégradation des locaux. Effectivement, les caves et les garages abritent souvent les ateliers clandestins et le butin des voleurs de 2 roues. Mais pour la plupart des habitants, vivre ici est une aubaine. C'est le cas de Thérèse, qui, en 1985, assure le quotidien seule, avec ses 3 filles, alors que leur père vit dans son pays natal, Madagascar. Le vendredi 22 novembre, en fin d'après-midi, elle demande à sa plus grande fille, Nathalie, 7 ans, d'aller faire quelques courses. Pendant ce temps-là, elle gardera ses 2 petites sœurs, âgées de seulement 1 an et 2 ans. Nathalie O'Haraud, petite fille métisse aux cheveux bouclés noirs et au sourire espiègle, est décrite par ses voisins comme un adorable petit bout de chou. Elle a l'habitude de rendre service. Et cet après-midi-là, comme toujours, elle s'exécute. Nathalie quitte donc l'appartement familial vers 17h. Après s'être bien couverte pour braver les températures glaciales et la neige qui tombe. Direction, le café-tabac pour prendre des cigarettes et la boulangerie pour acheter du pain. Les 2 commerces ne sont qu'à 300 mètres de l'immeuble. Rendue à la boulangerie, elle demande en plus un collier de bonbons. Puis elle quitte la boutique avec ses courses. À 19h pourtant, Nathalie n'est toujours pas rentrée. Et Thérèse, qui jusque-là tentait de se rassurer, commence à paniquer. Elle quitte à son tour l'appartement et parcourt le quartier en appelant sa fille. Pas de réponse. Elle revient chez elle et prévient la police. La disparition soudaine de cette petite fille de 7 ans est prise au sérieux par les policiers. Damien, un nombre important de policiers se mobilise. 30 inspecteurs en tout qui sont déployés dans le quartier, munis d'une photo de la petite fille. Ils vont faire du porte-à-porte, aller voir tous les habitants pour leur demander s'ils n'ont pas vu Nathalie ou en tout cas vu quelque chose de suspect. Ils vont même refaire l'itinéraire qui est censé avoir utilisé Nathalie dans un sens, dans l'autre, mais rien ne permet ni de retrouver Nathalie, ni d'avoir une quelconque information sur son parcours. Les recherches durent des heures. Oui, sans succès, mais au-delà du café-tabac et de la boulangerie, les pistes se perdent. C'est-à-dire que c'est là où on sait qu'elle a acheté des cigarettes pour sa maman, du pain aussi. Mais après ces 2 commerces, plus rien. Jusqu'à minuit, les recherches vont se dérouler. Et là, 2 gardiens de la paix aperçoivent une forme suspecte près de la voie ferrée qui borde le quartier. Ils s'approchent et ils découvrent, malheureusement, le cadavre de la petite fille. Nathalie est à moitié nue. Oui, le bas de son corps est dénudé. Les premiers policiers qui interviennent imaginent tout de suite qu'elle ait pu être violée. Près d'elle se trouvent encore les paquets de cigarettes pleins qu'elle venait d'acheter et la liste de courses sur laquelle la commerçante avait d'ailleurs écrit un message à destination de sa maman. Une trace de sperme est prélevée sur les lieux, sur la scène de crime, mais la pluie qui tombe, la neige qui tombe l'ont altérée. Et il n'est pas possible, à partir de cette tâche, d'établir à l'époque un profil génétique. En apprenant l'atroce nouvelle, Thérèse s'effondre. Elle a besoin d'être hospitalisée et les 2 petites sœurs de Nathalie, trop jeunes pour comprendre ce qui se passe, sont confiées à des amis de la famille. Pendant ce temps,
des légistes tentent de comprendre ce qui a pu arriver à la petite fille. Très vite, les résultats de l'autopsie confirment ce que craignaient les policiers. Nathalie a été violée, sauvagement battue, et elle a été frappée de 2 coups de couteau au moins, dont un, au cœur, a été mortel. L'agresseur a également tenté de l'étrangler avec le collier en bonbons qu'elle avait autour du cou. Détail sordide, le visage de la petite fille est encore noyé de larmes. Ce qui laisse penser qu'avant de mourir, elle a pleuré. Les policiers sont particulièrement marqués par le déchaînement de violence qu'a subi Nathalie. Décidés à trouver le coupable et à l'arrêter, ils démarrent une enquête minutieuse. Entre le lieu du drame et les commerces où s'était rendue Nathalie se trouve un immense carrefour, emprunté quotidiennement par plusieurs milliers de véhicules et très difficile à traverser. Nathalie a-t-elle été enlevée ici? A-t-elle suivi quelqu'un qu'elle connaissait? Avec le mauvais temps et la neige, personne n'a rien vu. Pour les hommes du commissaire Vangioni, chef de la sûreté urbaine lilloise, une longue enquête de voisinage commence. Dans ce quartier populaire, où on n'a pas l'habitude de se confier à la police, il faut convaincre les habitants de parler. Le lendemain du drame, comme ils l'ont fait la veille alors qu'ils cherchaient la petite fille et espéraient même la retrouver en vie, les policiers sonnent à nouveau à toutes les portes. L'émotion suscitée par la mort de Nathalie est considérable. Mais contrairement à ce qu'espéraient les policiers, elle ne permet pas d'obtenir davantage d'éléments et de faire avancer l'enquête. Près d'une semaine après le meurtre de la petite Nathalie, le jeudi 28 novembre, les habitants du quartier des Biscottes se réunissent autour de Thérèse, sa maman. Tous craignent que d'autres enfants croisent la route du meurtrier de la petite fille. Ça vous fait peur pour votre famille? Ah bah oui, c'est pour l'avenir des enfants. C'est ma copine qui la connaissait, c'était sa meilleure amie, je crois. On se connaît tous dans le quartier, maintenant on n'aura plus confiance l'un à l'autre, on aura peur. On vit plus dans un monde de... je sais plus. Ça fait peur. Ils ont peur et veulent un commissariat dans leur quartier. Luc Frémiot, un magistrat de 34 ans qui a été nommé 4 ans plus tôt au tribunal de grande instance de Lille, est chargé de l'enquête. Il apprend que la semaine qui suit le meurtre de la petite fille, les autres enfants du quartier continuent à sortir seuls. « J'ai été sidéré », dit-il. Lundi soir, pour les besoins de l'enquête, les policiers sont allés aux Biscottes pour recueillir le témoignage des voisins. En fin d'après-midi, il fait nuit noire. On sait qu'un maniaque rôde dans le quartier. Et il y avait des dizaines de gosses dans les rues. Mais Luc Frémiot se défend de vouloir donner des leçons de morale. Il faut prévenir les gens de ce qui peut se passer à 2 pas de chez eux, renchérit-il. Expédier une gamine faire des courses en plein hiver après 5 heures du soir peut avoir des conséquences tragiques. Damien, le magistrat, donne d'autres exemples d'agressions d'enfants dans le secteur. Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est en poste, il y a 4 ans, il y a eu plusieurs dossiers de ce type. Et un très récent, puisque 6 mois avant, le juge raconte qu'une autre petite fille a été violée. L'agresseur a commencé à essayer de l'étrangler avant de finalement la relâcher. Mais cette affaire, à l'époque, n'a pas été médiatisée. De la même manière, il dit que des dizaines de petites filles sont accostées, tripotées ou pire, violées. Et qu'on n'en parle pas. Il dit que des témoignages ont permis aux policiers et à la justice d'avoir la conviction qu'une demi-douzaine de potentiels agresseurs, exhibitionnistes, obsédés sexuels rôdent dans ce secteur de Lille. Il dit que la plupart du temps, ça ne va pas trop loin, entre guillemets, dit-il, mais que dans les cas où les enfants sont agressés et même violés, les parents de ces très jeunes enfants n'ont pas porté plainte. Comment est-ce que cette interview de Luc Frémiot, publiée dans Le Parisien, est reçue? Alors, la première lecture donne un aspect un peu moralisateur de ce magistrat, mais malgré tout, si on veut s'attacher un petit peu au fond, c'est quand même intéressant de souligner qu'en 1985, puisqu'on est en 1985, ce magistrat d'abord trouve que les agressions d'enfants ne sont pas assez prises au sérieux. Il veut encourager tous les parents des enfants concernés à porter plainte, et d'ailleurs il sait et précise qu'il y a encore trop de méfiance vis-à-vis de la police. Il dit: je sais bien que les enquêtes de police ne sont pas marrantes pour ceux qui les subissent, les fillettes elles-mêmes sont souvent tellement traumatisées que leurs parents hésitent à leur faire raconter cette histoire devant un étranger, par peur de leur faire encore plus de mal. Les semaines et les mois passent sans que l'affaire de la petite Nathalie ne trouve de dénouement. Non, et voilà, on savait que les policiers avaient envie de trouver, s'étaient donné des objectifs, mais en 1990, 5 ans après la mort de la petite Nathalie, c'est un autre meurtre qui va relancer l'enquête, celui encore d'une autre petite fille.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Le prédateur de Lille. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.